Bonjour à tous, c'est un grand retour des vieilles habitudes politiques, la naissance et le foisonnement de partis politiques à la veille d'une nouvelle élection présidentielle, alors qu'on avait parié avec le vote d'une série de tests politiques sur une clarté et une constance numérique et idéologique sur l'échiquier politique national. Les acteurs semblent trouver de nouvelles forces pour faire renaître les vieux comportements des mouvements et partis politiques qui naissent de plus en plus. Nous allons, lors de nos débats, examiner leurs impacts prochains sur la vie politique nationale, très timorée et très ennuyeuse ces derniers mois. Ce matin, nous avons deux invités sur Actu Matin. Le premier, c'est Aude Elvis Adelouis, directeur des services d'information du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Avec lui, nous allons discuter du recrutement sur la plateforme créée à cet effet d'aspirants au métier de l'enseignement pour le compte des universités publiques du Bénin. C'est la deuxième vague et nous allons voir à quoi cela répond. Notre second invité est Roch Mendagbe, président d'une organisation non gouvernementale, Young Leaders of Benin. Avec lui, nous allons nous intéresser au couple, depuis la relation amoureuse simple jusqu'à la vie dans le foyer. Bienvenue à tous. Et comme vous le savez, pour commencer cette matinale, on ouvre toujours avec la une des journaux et Fraternité qui se présente sous nos yeux. Ce matin, inondation et catastrophe naturelle, les séquelles mentales, la facture la plus sous-estimée. Supposée coupure imminente de l'électricité venant du Nigeria, le Bénin dément et clarifie agrumiculture et industrialisation. Au Bénin, Orana Farms naît sur les centres de Sonafel. Plus de 200 000 emplois garantis, environ 100 000 hectares pour les plantations. TICAD 9, le Bénin s'active pour une fructueuse participation en 2025. Et puis Code des personnes et de la famille. Paul Bert à Djahotor, un système en place qui permette à la femme et à l'homme d'être beaucoup plus épanouis. On passe maintenant à Nord-Sud quotidien, supposé mandat d'arrêt contre Wanilo Mendegan Fagla, pardon. Le Togo fait fausse note. Décryptage info, consommation dans l'UEMOA, légère hausse des prix au Bénin en juillet 2024, fraude académique en Afrique de l'Ouest, 22 500 faux diplômes du Bénin et du Togo relevés au Nigeria. Voici le confrère de la matinée, un Béninois porteur de la flamme paralympique, Désiré Jaïto, une fierté nationale, un moment exceptionnel, une expérience unique. Et puis Jeux paralympiques de Paris 2024, c'est reparti, mais pour 11 jours de compétition. Le Bénin avec 2 athlètes est représenté. Dossier Steve Amoussou, le Togo dans la diversion. Mandat d'arrêt contre Alino Mendegan Fagla, un canular selon le journal. Coupure d'électricité par le Nigeria pour non-paiement de dette, une pure intoxication. Et puis Dabarou qui nous propose ce matin accident vasculaire cérébral à la découverte d'un tueur brutal. Supposé coupure d'électricité par le Nigeria pour des factures à non payées. Le Bénin n'est pas un débiteur insolvable selon la SBPE. Matin libre. Révélation de la justice togolaise. Rouvi vaut-il un incident diplomatique, se demande le journal. Après le Togo, la part de vérité de la justice béninoise est attendue. Le journal qui a son regard donc tourné vers la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, et notamment dans le bureau de son procureur spécial. Voici le chasseur info. Dénonciation de certificats obtenus dans des universités privées non accréditées au Bénin. Le Nigeria rejoint le Bénin dans la lutte contre les faux diplômes. Éveil info, année scolaire 2024-2025, une rentrée sous le sceau de la morosité ambiante. Et puis, à Bomé-Calavi, un ghetto de 26 individus a été démantelé. Le journal L'Informateur, choix des filières universitaires au Bénin. La plateforme s'ouvre ce jour, informe donc
le journal à l'adresse des nouveaux bacheliers. Et nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Inondations et catastrophes naturelles, les séquelles mentales. Eh ben, c'est la facture la plus sous-estimée de l'affaire, a constaté Fraternité. Supposée coupure imminente de l'électricité venant du Nigeria, le Bénin dément et clarifie agrumiculture et industrialisation du Bénin. Orana Farms naît sur les cendres de Sonafel. Plus de 200 000 emplois garantis, environ 100 000 hectares pour des plantations. Petit de 9, le Bénin s'active pour une fructueuse participation en 2025. Code des personnes et de la famille, et là c'est le dernier titre. Paul Bert Adjahoto, un système en place qui permette à la femme et à l'homme d'être beaucoup plus épanouis. Voilà donc ce qu'on peut retenir de ce très peu de journaux parvenus donc ce matin à l'accueil de Fraternité de Canal 3 Bénin donc pour le compte de ce numéro de votre matinale. On peut feuilleter ensemble. J'allie l'intérieur de Fraternité puisque j'en parle. Cette manchette qui est assez intéressante. Le journal a remarqué que quand on évoque la question donc des catastrophes naturelles et précisément des inondations, il y a un volet qui est souvent ignoré ou oublié, la santé mentale. Comment est-ce que ceux qui sont sinistrés se portent à l'intérieur même de leur mental? Le journal a constaté que c'est sous-estimé. On prend plutôt en compte l'aspect matériel, alors même qu'il y a un élément fondamental qu'il faut, ma foi, retenir. Achetez donc le journal, allez à la page 3, vous avez des détails assez intéressants, je dois dire, au sujet donc de cet article de Fraternité. Et puis l'information concernant justement une supposée coupure imminente de l'électricité venant du Nigeria pour cause de nos paiements de factures de la part du Bénin. Les structures compétentes ont démenti l'information et ont clarifié d'une manière ou d'une autre. En tout cas, vous retrouvez l'intégralité de leur communiqué dans les colonnes du journal, dans sa production de ce mardi matin. Et puis cette triste note, il y a eu un accident de circulation à Porto Novo, c'est Fraternité qui nous informe. Une jeune mère et son bébé ont été percutés par un camion. Les deux ont perdu la vie sur place. À l'actualité sur le continent et partout ailleurs dans le monde, vous pouvez aller par exemple en Afrique du Sud, par exemple donc, et au Ghana, pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe là-bas au pays de Nana Akufo-Addo, le candidat et ancien président Mahama présente son programme économique. Là-bas, la politique bat son plein. Contrairement justement à la scène politique nationale au Bénin, assez timorée et ennuyeuse. On va en parler tout à l'heure lors de nos débats. Ce sera dans à peu près 45 minutes. L'actualité diplomatique aussi à noter dans les colonnes de Fraternité. Puis, l'information sportive aussi annoncée par les colonnes des quotidiens ce matin, l'éliminatoire pour la CAN 2025, il y a que le sélectionneur national Rohr va présenter la liste des guépards pour les 2 prochaines journées. Demain, en tout cas, Ali Moumouni passera par ici pour nous donner davantage de détails. Ce sera lors donc du journal des informations sportives. En attendant, on n'y est pas là. On va faire cette escale-là donc avec Florence Boussa pour un peu feuilleter l'actualité générale. Capté par les caméras et micros donc, de la rédaction de Canal 3 Bénin, c'est le bulletin de l'information. Florence Bossa, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Allez, votre édition sera tout à l'heure, mais déjà on peut découvrir la charpente. Il y a déjà qu'on aura les images de l'atelier national de mise en place de la plateforme de l'écosystème transfrontalier du complexe naturel W du Bénin. Les travaux qui se déroulent à Cotonou visent à instaurer un système de gestion participative des ressources naturelles en se basant sur des données actuelles. Je vous fais le point dans un instant. Et puis, le balai d'ouverture des marchés modernes construits par le gouvernement se poursuit. Et là, nous sommes à Zové. À Zové, c'est dans le département du Koufo où le top du volet régional a été donné. C'était ce week-end en présence des autorités de la région. On va les découvrir dans les détails tout à l'heure. Voici le bulletin de l'information.
Abbas, bonjour. Bonjour Tanguy. L'atelier national de mise en place de la plateforme de l'écosystème transfrontalier du complexe naturel W au Bénin s'est ouvert, c'était hier à Cotonou. C'est bien cela Tanguy. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Améliorer la gestion et la gouvernance fondée sur la connaissance du bassin du Niger. L'objectif est d'instituer un système de gestion participative des ressources naturelles en se basant sur des données actuelles. Hugues Vigbe et Jocelyn Barriga pour le compte rendu. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet NB-ITAS et suite à une étude préparatoire dont les résultats sont validés en 2020, les parties prenantes passent à l'instauration de la plateforme de l'écosystème transfrontalier du complexe naturel W au Bénin. Le but visé est l'amélioration de la gestion de la gouvernance et la conservation des ressources naturelles dans les 3 pays partageant cette réserve de biosphère, en l'occurrence le Niger, le Burkina Faso et le Bénin. C'est une zone protégée et dont les informations qui seront regroupées de tous les horizons possibles sur cette plateforme permettront de produire des informations de qualité et également de permettre de mieux gérer cet écosystème. Cet atelier national intervient dans un contexte de changement climatique où la gestion intégrée des ressources en eau devient une nécessité. La question des ressources naturelles a évolué dans le temps. Au départ, c'était une protection intégrale, qu'on ne doit pas rentrer dans ce qui est classé par les autorités, les gouvernants. Mais les concepts ont évolué. Ensuite, on a parlé de gestion participative des ressources naturelles. Tous les acteurs se regroupent ensemble pour discuter de la gestion de l'espace. Est-ce que vous voyez? Donc avec les populations riveraines, tout le monde. Et c'est dans ce cadre que le PAC W a bénéficié beaucoup de financement de la part des gouvernants, des partenaires. Financé par le Fonds mondial pour l'environnement, le projet NB-ITAS concerne 11 pays, dont l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad et le Bénin. En dehors du parc W, 2 autres écosystèmes sont ciblés. Cet atelier s'étend sur 3 jours. Direction Grand Popo, département du Mono, où la gestion du froid en agroalimentaire a fait l'objet d'un atelier de formation ce lundi 26 août 2024. Une initiative de la Commission permanente agriculture, élevage et pêche, foresterie et arboriculture de l'Académie nationale des sciences et lettres du Bénin. 2 jours de réflexion pour doter les acteurs de l'agroalimentaire de compétences avancées en gestion du froid. Retour ici sur la cérémonie d'ouverture avec Nassis Alossé. Des responsables de qualité et sécurité alimentaire et autres gestionnaires et fournisseurs d'équipements de réfrigération mobilisés dans cette salle à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo pour de nouvelles connaissances en matière de gestion du froid en agroalimentaire. Ici, les réflexions tournent autour de la chaîne de froid qui déconseille la discontinuité dans la congélation des produits de la production à la consommation. Pourquoi? Parce que ça garantit la qualité du produit et la sécurité alimentaire du produit. Autrement, c'est parce que lorsque vous coupez le froid et que vous reprenez après, eh bien, vous avez ce problème que cela génère des micro-organismes, des bactéries qui sont néfastes à votre santé. Et pour la sécurité alimentaire et le bien-être des populations, la Commission permanente agriculture, élevage et pêche, foresterie et arboriculture de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin apporte la contribution de la science. Un atelier de formation animé par des universitaires venus de divers horizons pour ce sujet. Lorsqu'on tue un animal, la décomposition commence immédiatement. Au bout d'1 heure, la viande est impropre à la consommation. Ça pose à minima des problèmes gastriques. Qui n'en a jamais eu, c'est parce que la viande n'a pas été réfrigérée tout de suite. Ce froid permet d'endiguer le développement des enzymes, des bactéries qui causent la décomposition. On n'a pas besoin de congeler tous les produits agroalimentaires. On peut, à 2-4 degrés, conserver certains produits pendant 10 jours, 15 jours. Tous ces enseignements sont contenus dans les communications prévues pour être animées au cours de cet atelier. Il s'agit, à l'issue de 48 heures de réflexion, de doter ces acteurs de l'agroalimentaire de compétences avancées en gestion de froid.
L'ouverture des marchés modernes construits par le gouvernement se poursuit. Après Cotonou, le premier marché moderne régional a été ouvert au public le week-end écoulé. Et c'est à Zové, dans le département du Koufo, que le top du volet régional a été donné. L'infrastructure marchande a été mise en service devant la population. Les autorités de la région retrouvent à nouveau Nassis Alossé et Florent Dou pour le compte-rendu. Une coupure symbolique du ruban qui a valeur d'ouverture officielle des portes du marché moderne construit par le gouvernement ici à Zové dans le département du Koufo. Une infrastructure dressée sur une superficie de 5,8 hectares et qui offre aux usagers toutes les commodités d'un espace marchand. Ce marché couvrant 12 378 mètres carrés dispose désormais de 2049 espaces de vente incluant 1746 étals, 117 boutiques, 12 restaurants, 16 poissonneries, 16 boucheries, un espace de vente de bétail de 132 places, ainsi que 3 magasins répondant ainsi aux besoins de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Des équipements modernes conçus pour répondre aux besoins des commerçants et autres usagers. Ils sont installés sur des espaces commerciaux bien organisés, avec des infrastructures sanitaires, des zones de stockage ainsi que des aires de stationnement, mais aussi un système de gestion des déchets. Chères sœurs, mesdames et messieurs, ce joyau vous appartient. Il est conçu pour vous permettre de développer vos activités dans les meilleures conditions possibles. Vous êtes les acteurs principaux de ce marché. À travers votre travail quotidien, vous contribuez non seulement à la prospérité de vos familles, mais aussi à l'économie de notre région, à l'économie de notre pays. Je vous encourage donc à faire bon usage de ce marché, à l'entretenir, à le valoriser pour qu'il reste à jamais un moteur de croissance pour notre région. C'est aussi un exemple d'investissement qui éloigne désormais des usagers les souvenirs de conditions d'hygiène et de sécurité précaires. Ce centre d'échanges commerciaux situé dans la commune d'Aplahoué est ainsi le premier marché moderne régional mis en service par le gouvernement. Vous savez dans quelles conditions les échanges commerciaux étaient faits dans nos marchés. Vous savez ce que nous nous préparons à vivre pour bientôt. Et pour cela, nous avons des raisons sérieuses de réitérer toujours, sans modération, nos remerciements à l'endroit de tout le gouvernement. 24 heures avant cette cérémonie d'ouverture officielle, le tirage au sort pour l'attribution des places a été effectué devant le public. La capacité d'accueil de cette infrastructure marchande est de 2049 places. On parle à présent du Code des personnes et de la famille en vigueur au Bénin. Il y a de cela 20 ans, cette loi a introduit des changements majeurs dans la législation béninoise en matière de protection de la femme et de l'enfant. Le droit positif béninois a reconnu également la faveur de ce texte, la femme comme sujet de droit. 2 décennies après son entrée en vigueur, on revient sur les principaux appuis que le Code a consacrés aux différents acteurs de la famille. On écoute à ce sujet la fondatrice et présidente d'honneur de l'Association des femmes avocates du Bénin, commissaire à la Commission béninoise des droits de l'homme, maître Alessandrine Saïzonou Bidier. Chaque maison devait avoir un code des personnes et de la famille. Parce que le code de Marie-Élise Bédot, le code de tel ou tel, ce n'est pas la réalité. Parce que la réalité, il faut voir quel est le contenu du code. Si les parents ne sont pas mariés, l'enfant portera le nom de son père s'il n'y a pas eu la reconnaissance préalable. Il y a ça. Il y a le fait que pour que l'enfant porte un nom, soit reconnu, il faut que l'enfant soit déclaré. On préfère faire les baptêmes, faire la fête et on oublie l'essentiel. Il y a des parents qui ne déclarent pas la naissance. Aujourd'hui, par le Code des personnes et de la famille, on avait commencé par dire, en 7 jours, vous déclarez la naissance, le décès de l'état civil. De 7 jours, on a vu que c'est trop tôt, c'est trop peu. On a élargi à 21 jours. Aujourd'hui, on est à 30 jours. Si vous voulez dans votre vie avoir plusieurs épouses, il y aura une qui sera reconnue par la loi
et les autres resteront dans l'ombre. Mais vous savez qu'aucune femme n'aime rester dans l'ombre. Et ces enfants qui sont nés de ces relations, avant on parlait d'enfants illégitimes, d'enfants. Aujourd'hui, on ne dit plus enfants illégitimes, on parle d'enfants naturels. Et l'enfant naturel doit être reconnu, doit être connu par l'époux marié légalement et qui, dans des moments de faiblesse, a eu des relations hors mariage et a eu un enfant. Avant, les femmes n'héritaient pas. Dès que le monsieur décède, c'est la famille qui arrive. Ça se passe encore aujourd'hui, mais ce n'est pas méconnaissance des textes et pas refus de dénoncer, parce que les femmes, certaines encore, ont peur et se taisent. On a réglé la question de l'adoption. Vous savez, avant, les gens ne faisaient pas les formalités. Tu entends, il n'y a rien. C'est moi qui l'ai gardé depuis son enfance, mais c'est la filiation adoptive. Tanguy, ainsi s'achève ce bulletin d'information. Merci beaucoup à vous, Florence Bossa, pour la présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à notre invité en attendant donc le bulletin des informations sportives présenté par Ali Moumouni. Je vous annonce qu'on aura deux invités ce matin. Un premier qui nous vient du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et un autre qui est patron d'une organisation non gouvernementale. Je vous donne les détails tout à l'heure. Voici le premier invité. De la réussite. Chaque année, une innovation. Et oui, le complexe scolaire Clé de la réussite a obtenu au bac 2024 cette mention très bien avec premier du littoral au bac toutes séries confondues et troisième du littoral au bac G2, cinquième du Bénin au bac G2 et sixième du Bénin au bac D. En plus des 11 mentions bien, Clé de la réussite a obtenu 40 mentions assez bien sur les 212 admis au bac 2024. Clé de la réussite, c'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale A, B, C, D, G1, G2, G3. Formation en transit et consignation. Site de Ménantin vont en face du marché Ménantin. Site de Zogourouet vont derrière le stade de l'Amitié. Site de Bégamin en face des rails. Site de Calavi au quartier à Gori, route de Tampé. Clé de la réussite, nous cultivons l'excellence. Téléphone 97 88 42 16. Aude Elvis Aude-Louis, directeur des systèmes d'information du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Bonjour, bienvenue sur l'Actu Matin. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous allons parler avec vous de la deuxième vague de recrutement des aspirants au métier de l'enseignement au profit des universités publiques du Bénin. Merci d'être venu. Vous avez ouvert, faut-il dire, pour la deuxième fois depuis le 30 juillet 2024, la plateforme du fichier national des aspirants au métier de l'enseignement, notamment pour les universités publiques du Bénin. Alors, avant de voir à quoi ça répond cette initiative, faisons déjà le petit point de la première vague. Quel est le bilan qu'on peut dresser justement de la première phase qu'on a faite il y a quelques mois? Merci, monsieur le journaliste. Heureux d'être avec vous ce matin. Et pour la première campagne de l'inscription au fichier national des aspirants au métier de l'enseignement supérieur que nous avons y à fait campagne 2023, nous avons enregistré près de 3500 candidats. Et sur les 3500 candidats, il y a, disons, 1500 candidatures recevables. Okay. Ces 1500 candidatures sont envoyées au ministère de la fonction publique dans le cadre du recrutement de ces aspirants en position probatoire, je dirais, dans les différentes universités du pays. Les dispositions sont en cours actuellement pour l'organisation de ce recrutement par rapport à cette première vague
que nous avons enregistrés sur la plateforme. Et ça prend beaucoup de temps, hein. Ça fait quelques mois maintenant, et puis les candidats qui ont déposé les dossiers et qui sont en tout cas retenus, ils ont toujours les yeux tournés vers le ministère, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça prend autant de temps. Oui, justement, c'est une première expérience et qui a connu beaucoup de revirements. Je dirais que le traitement ne se fait pas seulement au niveau de l'enseignement supérieur. Nous avons avec nous la délégation au contrôle à l'éthique qui nous accompagne. Nous avons également, dans le cadre de ce recrutement, les autres ministères, notamment le ministère de la fonction publique, en charge de la fonction publique, qui également travaille avec nous. Donc, nous avons connu plusieurs phases. Parmi les phases, nous avons d'abord, après les inscriptions, il y a eu les phases d'évaluation, il y a eu également les résultats provisoires qui avaient été donnés. Après ces résultats provisoires, nous avons enregistré également maintenant quelques plaintes au niveau des usagers. Et après ça, nous avons donné maintenant les résultats définitifs. De ces résultats définitifs, nous continuons, nous avons bouclé, je dirais, la gestion des contentieux. Et ce qui nous a permis d'obtenir quand même une liste stabilisée que nous avons transmise à la fonction publique dans le cadre de ce recrutement. Ils sont impatients, hein? Vous avez une date pour eux, une période pour eux? La gestion actuellement, comme je l'avais dit tout à l'heure, est au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique et les dispositions sont en cours pour ce recrutement. Il n'y a que eux qui peuvent nous fixer. Exactement, monsieur le journaliste. On n'a pas encore fini avec la première vague, vous engagez une nouvelle vague. À quoi répond cette politique-là? Oui, justement, nous engageons la deuxième vague de recrutement. Cela répond exactement, c'est au respect des tests. Au fait, nous avons l'arrêté numéro 2022-0153 qui est portant sur l'ouverture de l'inscription au fichier national, qui stipule dans son article numéro 1 que l'inscription au fichier national doit se faire chaque année. Donc l'ouverture doit se faire chaque année. Donc c'est au respect de cela que nous le faisons d'abord. En dehors de cela, il faut reconnaître, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons envoyé, au vu des résultats que nous avons obtenus, envoyé les informations au niveau, les données au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique dans le cadre de ce recrutement. Mais ce seul recrutement ne saurait combler l'ensemble des besoins que nous avons aujourd'hui au niveau des universités. Donc nous avons besoin également encore des aspirants dans cette base. Alors, vous nous rappelez rapidement les conditions pour s'inscrire sur cette plateforme et les différentes étapes du processus d'inscription, puisque ça a commencé déjà depuis le mois dernier. Exactement, monsieur le journaliste. Pour s'inscrire sur la plateforme, nous nous conformons exactement comment je dirais, à l'article numéro 8 du décret 2022-150 et portant organisation de l'inscription au fichier national. Et cet article nous stipule qu'il faut, pour s'inscrire au fichier national, il faut être titulaire d'un doctorat ou d'un master régulièrement obtenu dans l'une des universités du pays, du Bénin, je vous l'ai dit, ou obtenu dans une université étrangère mais reconnue par le Bénin. Ce même décret stipule également que les disciplines retenues dans lesquelles le master est requis pour être conforme, pour être admissible, sont définies, ces disciplines sont définies par l'arrêté que j'avais cité avant, l'arrêté 2022-0153. Donc, de ce fait, l'inscription est permise à tout, non seulement béninois, mais à toute personne, tout détenteur de ces différents diplômes. Seulement qu'au niveau du master, il y a une spécificité qu'il faut noter à travers l'arrêté 2022-0153. C'est laquelle? Oui, exactement. La spécificité, c'est ça que je vous dis, c'est que c'est l'arrêté là qui définit les disciplines dans lesquelles ces masters sont autorisés. Oui. D'accord. Vous attendez combien, je dois dire, d'inscriptions pour cette vague-là, à peu près? Oui, pour répondre d'abord, avant de revenir sur cette préoccupation, vous avez posé une question tout à l'heure, comment s'inscrire sur cette plateforme? C'est vrai que nous avons déjà évolué et l'inscription sur la plateforme répond à quelques étapes clés, je dirais. Il y a d'abord l'accès à la plateforme.
Ensuite, la création de son compte. Ils sont déjà habitués à ça. En dehors de ça, la connexion à la plateforme. Et dès que on se connecte maintenant à la plateforme, on peut maintenant commencer par renseigner un certain nombre d'informations. D'abord, les informations personnelles d'identification du candidat. Ensuite, toutes les informations concernant le diplôme qui doit aller jusqu'au niveau des soutenances obtenues. En dehors de ça, nous avons sur la page d'accueil de cette plateforme une liste de pièces à fournir. Et ces différentes pièces doivent être uploadées, doivent être chargées sur la plateforme au niveau des différents modules prévus pour cela. Parce qu'il faut noter que ce qui est important dans le chargement de ces pièces, c'est qu'il faut que chaque pièce soit chargée à la place qu'il faut. Ça, c'est très important, monsieur le journaliste. C'est très fastidieux, hein? En tout cas pour ceux qui en ont fait l'expérience. Pas fastidieux parce que... Ça vous prend des journées. Non, pas du tout. Pas fastidieux. L'essentiel, c'est d'avoir une bonne connexion informatique. Et dès que la connexion Internet est disponible et que vous avez un bon device que vous pouvez exploiter, le problème ne se pose pas du tout. Ne se pose pas. Allez, pourquoi vous aviez supprimé justement, je dois dire, l'étape de contrôle de plagiat, par exemple? Oui, monsieur le journaliste, nous n'avons pas supprimé l'étape de plagiat. Le certificat de plagiat est toujours une pièce maîtresse. Et il faut noter que pour la campagne passée, le gouvernement a offert une solution de détection de taux de plagiat à tous les candidats. À tous les candidats. Et au vu de l'inscription que nous avons eue l'année passée, je venais de vous dire qu'il y a tout au moins 2000 candidats qui n'avaient pas été retenus, ce qui suppose que ces 2000 ont également leur certificat déjà de taux de plagiat disponible à leur niveau. En dehors de ça, nous avons au niveau des universités aujourd'hui, avant toute soutenance, il est exigé que le certificat de taux de plagiat soit rendu disponible par l'étudiant. Au vu de cela, le gouvernement a instruit pour que nous allégions ce processus. Et ça fait partie des innovations de cette année, monsieur le journaliste. Pour alléger, nous avons demandé alors que seulement ceux qui, c'est une minorité, que ne disposeraient pas de ces certificats de taux de plagiat, puissent eux-mêmes aller sur e-plagiat online, l'obtenir et pouvoir maintenant l'uploader. Au lieu de demander encore à ces nombreux candidats qui avaient déjà obtenu ce taux, de le reprendre encore sur le gouvernement a décidé que c'est seulement ceux qui ne l'ont pas qui doivent pouvoir maintenant l'obtenir et déposer sur la plateforme. On va retenir 1500 de candidatures aussi comme la première vague ou à peu près. Exactement, monsieur le journaliste. Et je venais de dire tout à l'heure que nous avons un peu plus de 2000 qui n'avaient pas pu être retenus. Donc, en principe, pour cette campagne, le minimum que nous pouvons obtenir doit être tout au moins un peu plus de 2000, 2000 candidats. Vous avez un message pour eux? Oui, monsieur le journaliste. Je tiens à féliciter d'abord tous ceux qui ont pu s'inscrire sur la plateforme et spécifiquement ceux qui ont finalisé leurs inscriptions. Je profite de votre micro pour exhorter ceux qui ne l'ont pas fait de vite le faire parce que vous l'avez signalé dans vos propos tout à l'heure. Dans quelques jours, pour ne pas dire dans quelques heures, le 29 prochain, le jeudi prochain, après-demain, à minuit, la plateforme sera fermée. Et je tiens à les exhorter. Je comprends qu'il y a un certain nombre qui sont toujours en train de rassembler les pièces. Je comprends qu'il y a des gens qui attendent les derniers moments pour pouvoir s'inscrire, mais on ne sait jamais ce que nous offrent ces derniers moments. Donc je les exhorte à vite s'inscrire, à ne pas atteindre les derniers moments parce que aucune prorogation de délai ne sera autorisée cette fois-ci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup à vous, monsieur le directeur. Vous avez lancé récemment, ça c'est une curiosité, on va faire bref, l'ouverture de la plateforme après monbac.bj pour la sélection, je dois dire, de boursiers et bénéficiaires d'aide. Comment ça va se passer? Rapidement, en 2 secondes. Oui, merci monsieur le journaliste. Ça, c'est par rapport à nos jeunes bacheliers. Oui.
au nouveau bachelier de cette année. La plateforme est lancée et ce qu'on leur demande, c'est simplement de prendre déjà connaissance du guide d'orientation qui avait été lancé par la ministre et les deux ministres, je dirais, enseignement supérieur et enseignement secondaire, la semaine passée. Et après avoir pris connaissance correctement de ce guide, il faut forcément maintenant s'inscrire sur la plateforme. L'inscription sur la plateforme n'est pas seulement destinée à ceux qui veulent obtenir des allocations. Ce n'est pas seulement pour ceux qui veulent des bourses et autres. Mais l'accès à l'université publique aujourd'hui nécessite que l'étudiant passe obligatoirement par. Donc nous avons une première inscription destinée aux allocations. Nous avons une deuxième inscription pour les titres entièrement payants. Donc j'exhorte également, cette plateforme sera ouverte du 27 août au 9 septembre. À partir d'aujourd'hui donc. Donc, je les exhorte également à vite faire parce qu'une fois fermée, aucune prorogation ne sera autorisée. Merci beaucoup. Odel, oui, merci beaucoup d'être venu, directeur des systèmes d'information du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci pour ces éclaircissements. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, voici chez vous maintenant les sports. Trois disciplines au menu donc de sport matin ce matin, du volleyball, du kickboxing et puis on va parler notamment de CJO et précisément du sport d'entretien. Ali Momoni, bonjour. Bonjour Tanguy. On va commencer déjà par le volleyball. Oui. On y va. Le championnat professionnel donc, de la discipline qui a connu son épilogue, c'était donc le week-end dernier. Les finales ont été disputées sur les installations donc, du Hall des Arts de Cotonou. Pas de surprise chez les dames. Queens VBC confirme sa suprématie pour une troisième année consécutive, alors que du côté des messieurs, c'est Énergie qui s'empare de la couronne. Pourtant, les regards étaient bien orientés en début de saison vers donc Alada Olympique et qui a eu bien sûr une entame INSL face au désormais ex-champion. C'était donc Finance VBC. Voici le point de finale disputé sur le récit de Maël Leroux-Bello. Sur le parquet du Hall des Arts de Cotonou ce dimanche 25 août 2024, Queens VBC s'offre une troisième étoile du championnat national de volleyball. En finale, face à Vezos, les Rennes se sont imposées 3-7 à 1. Dans cette rencontre prometteuse, la première manche n'a pas été assez relevée. Queens l'emporte avec 6 points d'écart, 25-19. The Queens. Hey, 7 points. Belle roulette. Progressivement, le niveau du match grimpe. Les Rennes empochent un nouveau set 25-20 avant de perdre la troisième manche. Du berger à la bergère, ça se poursuit, 7 points finalement. Malgré ce réveil, Vezos concède un troisième set 19-25. Queens VBC réalise le triplé en seulement 3 années d'existence. Par contre, chez les hommes, la couronne a changé de tête. Cette année, c'est Énergie VBC qui s'empare du titre. Pourtant, les électriciens démarrent mal la finale. Un premier set perdu face à Jiba, 25-16. C'est une attaque out pour Énergie. 22 désormais. Jiba est désormais à 3 points de prendre sur un premier set. Un premier set logiquement remporté par Jiba. Jiba qui a montré de l'envie pour prendre ce premier set. Elle a fait. Les joueurs de Énergie retroussent les manches et reviennent au score. Un partout après les 2 premiers sets. La troisième manche sera à couper le souffle. À 25 partout, Énergie emporte le set après le tie-break. 27-25. Ils enchaînent un autre succès au quatrième set, 27-15. Score final, 3-1 pour Énergie qui devient roi du Bénin pour le compte de la saison 2023-2024. L'attaque pour Énergie. Une balle bien maîtrisée, une attaque bien maîtrisée pour Énergie qui donne désormais l'avantage à son équipe. Un peu avant donc ces rencontres de finale, il y a eu les matchs de classement qui ont été disputés au niveau des dames Énergie. VBC était donc face à l'Ordre Olympique, rencontre qui s'est soldée sur le score de 3-7 à 0 en faveur donc des électriciennes. 25-13, 25-13, 25-13 au niveau des hommes. Finance VBC donc n'a pas réussi à s'offrir la troisième place. C'est donc Alada qui l'empare
en 3-7 en 4 manches, bien entendu. 3-7-1 au final. 26-24, 25-19, 20-25 et puis 25-22. Un peu avant les finales, Ali Moumouni, un peu avant les finales du championnat national, Boycon a accueilli celle de la 2e édition de la Ligue nationale de volleyball dotée du trophée Adam Kwenou Kondéou. Voilà, à ce niveau, Tanguy, les lauréats sont connus et c'est une compétition qui a réuni du 20 au 24 août 2024 au stade Omnisport de Boycon, comme vous le disiez tout à l'heure. Les équipes masculines et féminines vice-championnes des ligues régionales de volleyball du Bénin. 6 équipes se sont affrontées chez les hommes comme chez les dames pour le Graal final. Au thème donc de la compétition, Beke VBC conserve son titre chez les hommes, et au niveau des dames, c'est l'équipe de Phoenix qui est montée sur la plus haute des marches de cette compétition. Voici les détails. Beke Volleyball Club récidive cette saison en Ligue nationale de volleyball, doté du trophée Adam Kwenou Kondéou. Après 4 jours de compétition entre les 6 clubs vice-champions des ligues régionales, l'équipe de Beke réussit à conserver sa couronne chez les hommes. En finale face à Celtic, le club de Bembereke concrétise ses objectifs de la compétition. Malgré une résistance admirable de Celtic, Beke a su imposer sa supériorité pour remporter la finale par un score de 3-7-1. Il démarre de façon sereine la finale en dominant largement le premier set par 25-15. Il va attaquer, ça touche. Ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Mais l'euphorie ne va pas trop durer. Celtic se réveille, puis remporte le deuxième set avec 9 points d'écart. Beke va se reprendre et se remobiliser pour les manches suivantes. Il va ensuite gagner les 3e et 4e sets respectivement 25-18 et 25-17. Une affiche finale qui a tenu toutes ses promesses avec de l'intensité et la qualité de jeu. Beke remporte le trophée pour la 2e fois consécutive après l'édition de 2023. C'est une grande joie pour nous. Notre joie est immense d'avoir pris ce trophée-là. L'année passée, on avait été champion à Porto-Novo et c'est vraiment une grande joie de rééditer l'exploit de travail à payer parce que nous avons préparé ces compétitions-là vraiment dures. Chacun s'y est mis et tout au long de la compétition, on est resté très concentré, très soudé. C'est ça qui fait la force d'une équipe de volleyball. Il faut dire que pour la finale, l'expérience a beaucoup compté par rapport à l'équipe en face. Mais chez les dames par contre, les filles de l'équipe de Phoenix sont les nouvelles reines. La finale dames a été marquée par un retournement de situation impressionnant. Lougarou, pourtant déterminée et entreprenante, a créé la surprise en menant lors de plusieurs échanges. Mais Phoenix, avec une grande résilience, a su revenir au score à chaque fois. Les filles de Phoenix vont finalement s'imposer par 3-7-0. La première manche se termine avec seulement 2 points d'écart, 25-23. Le deuxième set est allé jusqu'au tie-break, mais remporté par Phoenix 26-24. Pour le troisième set, il n'y a pas non plus eu un grand écart, mais les nouvelles championnes assurent 25-22. Allez, cela fait donc assez de compétitions organisées au profit des équipes professionnelles et amateurs. De toutes les façons, cette saison a été satisfaisante pour les responsables de la Fédération béninoise de volleyball, dont je vous invite à suivre le président, M. Ali Sourakatou Yaro. Et vous avez dû voir le spectacle. Pour ceux-là qui ont eu la chance d'être à Abomey, à Boycon, ils ont dû constater qu'il y a de la matière. Ils ont dû constater que la responsabilité de la fédération est tout entière en termes de mise à disposition de compétition pour les athlètes. Et cela nous donne raison, vu l'engouement qu'il y a eu autour de cette compétition-là, pour que nous ne reculions pas, pour que nous continuions dans ce sens-là, pour donner le maximum de compétition à nos athlètes, ce qui fera qu'à terme, nous aurons des équipes nationales, surtout des catégories d'âge pour ces compétitions-là, des équipes nationales de catégories d'âge pour des compétitions au niveau de la sous-région et au niveau africain. Par rapport à leur âge, je crois que nous devons être satisfaits. Le Bénin habite dans 2 ou 3 semaines la Coupe des Nations de moins de 17 ans, de la zone 3, en filles et en garçons. Mais j'ai dû remarquer que les entraîneurs nationaux, la direction technique nationale,
et a là vraiment un vivier, ne s'est pas fait du mal, pour ne pas dire même a du mal à retenir les présélectionnés, tant le niveau par rapport à la compétition est largement satisfait. Hier d'ailleurs il y a eu une réunion de tous les cadres de la direction technique nationale et on a échangé sur la politique de la fédération pendant les 5 prochaines années. Et je crois que moi personnellement en tant que président de fédération, je suis très satisfait du niveau de la compétition, je suis très satisfait du niveau d'organisation que le comité d'organisation mis en place a pu gérer. Je crois que, comme je l'ai dit encore, la pression est au niveau de la fédération pour que nous soyons obligés de faire mieux les prochaines années. Allez, à l'instant, le président de la Fédération béninoise de volleyball, Ali Yaro, qui très récemment d'ailleurs a été reconduit à la tête de la fêtière de la zone 3, bien sûr au niveau continental. Pour rester avec le sport de main, on va parler désormais sport de combat avec la Fédération béninoise de kickboxing et discipline associée qui a organisé ce week-end une séance de recyclage à l'endroit des arbitres. C'est sûr, en prélude à l'organisation du prochain championnat national de la discipline. La formation a été dirigée par les responsables des arbitres de kickboxing et le vice-président de la fédération. Elle s'est déroulée au centre sportif et culturel Okinawa Festec dans la commune d'Abomey-Calavi avec la participation active de plus d'une dizaine d'arbitres. Une manière pour les membres du comité exécutif de bien outiller ses officiels sur les règles et langage d'un arbitre de kickboxing avant donc la compétition prévue pour se dérouler le 8 septembre prochain. Sur le territoire national, bien entendu. La séance de recyclage a été à la fois théorique et pratique. Après donc les notions sur les techniques et le langage d'arbitrage, les arbitres, les différents participants sont passés aussitôt à la pratique. Je vous propose ici un extrait du responsable des arbitres de kickboxing, suivi donc de celui du vice-président de la fédération, qui nous apporte plus de précision sur cette session de recyclage. Il est bon que les arbitres soient au point, bien formés pour que les combats se déroulent dans les règles de l'art. D'abord, il y a les gestes que les arbitres doivent exécuter pendant les combats. Ensuite, les mots à utiliser et maintenant les points à accorder suivant les techniques réalisées. Il faut qu'on arrive à recycler ces arbitres. Puisque en février dernier, on avait déjà fait un stage international. Mais vu que le championnat prochain est déjà proche, il faille qu'on les recycle un peu pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes ce jour-là. Et pour qu'ils ne fassent pas pied de figure, bien sûr, en tant qu'arbitre. Allez, vous l'avez bien sûr remarqué, c'était une belle initiative donc du côté de la Fédération béninoise de kickboxing et discipline associée afin donc de préparer les officiels pour le championnat prévu pour le 8 septembre prochain. Allez Moumouni, on va changer de discipline. On va parler de sport d'entretien maintenant. On finit donc par la 8e édition de la route des pêches à la marche qui a eu lieu le 24 août dernier de Fidjousset à Ouida. Ah oui, c'est un nouveau record Tanguy qui est battu cette année avec le taux de participation. 2500 marcheurs enregistrés pour cette 8e édition, comme vous le précisez tout à l'heure, sur le parcours de 32 km de Fidjousset à Ouida sur la route des pêches, comme l'indique la dénomination bien sûr de l'initiative des clubs de sport d'entretien piloté par le club Marche Pro. Vivons ici l'ambiance qui a prévalu le samedi dernier avec Candide Ouintor sur cette initiative. Ils n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Et pour ça, chacun d'eux tenait à jouer sa partition pour une plus grande mobilisation de passionnés de la marche sur la route des pêches tôt ce samedi matin. C'est la 8e édition de la route des pêches à la marche. Et comme d'habitude, les participants ont 32 km à parcourir de Fidjousset plage à la porte du non-retour à Ouida. Ce que nous pouvons leur conseiller, c'est d'abord de coûter leur corps. C'est seuls ceux qui peuvent le faire qui le feront. Nous ne sommes pas dans une compétition. Ils doivent faire attention à leur cœur, travailler à ce que le rythme soit soutenu, mais également essayer d'être dans des groupes pour qu'ils puissent être entraînés jusqu'à destination. La mobilisation est massive. Plusieurs clubs de marcheurs sont venus d'un peu partout sur l'étendue du territoire national, y compris ceux du Togo et du Ghana, pour le rendez-vous de cette édition. Chacun y va à son rythme.
De petits groupes se forment pour se motiver entre eux. D'autres préfèrent être seuls. Dans leur rang, il y en a qui sont à leur première participation. C'est suffisamment utile pour moi et c'est la première édition. Il y a d'autres éditions qui ont été faites. Et puis c'est l'un de mes amis, l'un de nos couples amis bien sûr qui nous a invités à ça. C'est dans la tête. La vieillesse est dans la tête. Une fois que le moral y est, je pense bien, il faut être prêt à affronter les difficultés. Mais dès que vous êtes en face d'une difficulté que tout le temps vous pensez que c'est très difficile, vous n'allez jamais y arriver. J'avoue que j'ai le plaisir de le faire. Les 32 km, Inch'Allah, on y sera. À chaque étape du circuit, les participants ont droit à quelques minutes d'étirement pouvant leur permettre de décontracter ou soulager les muscles et reprendre de force. C'est un passage important pour ceux d'entre eux qui comptent bien faire les 32 km à la marche. Sur tout le passage, les participants ont de quoi s'hydrater. Bref, toutes les dispositions sont prises pour assurer le bon déroulement de la marche. Mais pour ceux qui sont à leur première sur le circuit, les difficultés sont bien visibles. Je sens les douleurs un peu partout, mais je sais que ça va passer. Lorsqu'on a laissé le goudron là-bas, il y a un peu de difficulté dans le sable, au niveau du sable là, vraiment. Ce n'est pas du tout facile, vraiment. C'est pénible. Aïe, aïe, j'ai mal aux pieds. Enfin, c'est pas n'importe qui. C'est pas de la maison. C'est pas n'importe qui. Non, c'est pas n'importe qui. Cette édition 2024 de l'initiative Route des Pêches à la Marche a connu la participation d'environ 2500 marcheurs venus de divers contrées. C'est un nouveau record et un pari gagné pour les organisateurs. Des clubs de sport d'entretien concernés par le bien-être physique et mental de leurs concitoyens. Randonnée pédestre ouverte et gratuite à tout public, à laquelle les participants prennent goût au fil des ans. Et déjà, ils manifestent l'ambition de prendre le prochain rendez-vous de la route des pêches à la marche. Allez, c'était une liesse, comme vous l'avez constaté sur les images, une initiative beaucoup appréciée par les participants, dont je vous invite ici à suivre quelques propos. Nous faisons l'activité sportive, plus précisément la marche, pour notre bien-être physique, notre bien-être mental et surtout la socialisation de l'individu. Et pour des activités de ce genre, ce qui est indiqué, c'est que chacun puisse pratiquer l'activité de la marche à son rythme et soit à destination. À partir de 20 km, le tout se joue dans la tête, ce n'est plus dans les pieds. Parce que si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas. Moi, c'est ma première fois d'y participer. Mais vraiment, je suis très content. J'avais voulu démissionner à route, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu tenir. L'édition dernière, j'y étais. Et puisque cela a été bien organisé, et connaissant l'importance du sport, j'ai jugé utile d'être compté parmi les marcheurs de cette édition. Je viens de faire les 32 km, mais c'est pas n'importe qui. C'est bon, j'ai vu que c'est très bon pour la santé, parce que ça m'a aidé maintenant à me détendre. Oui, j'ai transpiré et c'est ça qui m'a fait du bien. Oui, maintenant c'est la 4e édition. Je suis dans la 4e édition. C'est un plus, c'est un plus. Je vois que ça me donne un grand élan. Parce qu'auparavant, avant que je commence tout à l'heure, j'avais les maux de pied au côté gauche. Maintenant, j'ai vu qu'il y a eu de satisfaction. Allez, prochain rendez-vous 2025. Prenez le rendez-vous. Merci beaucoup à vous, Ali Moumouni. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, voici notre deuxième invité ce matin. S'appelle Roch Khedagbe, président de l'ONG Young Leaders of Benin, très engagé dans l'éducation sociale des jeunes et des couples pour l'évitement de la violence dans les relations amoureuses. Monsieur Khedagbe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur l'Actu Matin. Ça va? Et vous-même, ça va? Ça va très bien, merci. Pourquoi s'engager dans une telle voie? Y a-t-il vraiment des éléments qui alarment un peu et qui appellent à l'action contre les violences dans les relations amoureuses aujourd'hui? Oui, il y a beaucoup de raisons qui alarment et je pense que
La lame est en train de résonner depuis, mais voilà, il y a très peu de personnes pour prendre cette initiative. Et quand on parle d'abord des violences basées sur le genre de façon générale, il faut dire que c'est en train de sévir dans nos sociétés aujourd'hui et les données le prouvent. On a, à l'initiative du gouvernement actuel, même l'Institut national de la femme qui est installé, qui travaille pour la répression de toutes les violences. C'est pour dire que les violences existent. Maintenant, pourquoi prendre maintenant le travail à bras le corps, surtout à partir de la jeunesse? Parce que les jeunes d'aujourd'hui seront les parents de demain. Et si rien n'est fait, ce mécanisme de violence sera transmis de génération en génération et ça sera une lutte sans une fin heureuse, alors que nous voudrions bien un monde sécuritaire, un monde où il n'y a pas de violence à l'égard, que ce soit de l'homme ou que ce soit de la femme, parce que c'est la particularité pour nous au niveau de Young Leaders, plus précisément au niveau de ce programme que nous appelons Renutigan, qui est de vraiment réussir à déconstruire les normes sociales afin d'éliminer les violences basées sur le genre, que pour nous, que pour les générations futures. Vous vous intéressez surtout à l'aspect des amours. Des amours, bien sûr. Doit-on dire, comment est-ce qu'on peut s'expliquer que deux personnes qui se sont engagées librement dans une relation amoureuse et qui se sont dit que leur cœur bat l'un pour l'autre, puissent en arriver à un moment donné à échanger quelques coups de poing? Oui, bon, les raisons que moi je peux évoquer, c'est d'abord la différence d'éducation ou de cadre de vie. D'abord, à la base, parce qu'ils sont issus de deux familles différentes, il y a une éducation qui n'est pas tout à fait conforme. Et dans ça, ils sont venus se confronter. Ils devraient normalement avoir ce que nous on appelle l'écoute attentive. Et l'écoute attentive, c'est, je mets un point d'honneur sur ça, c'est écouter les gens, mais écouter aussi au-delà de ce que la personne dit, comprendre son ressenti, ses émotions et tout. Et c'est des choses qui ne se passent pas généralement. Il y a des malentendus. Et voilà, il y a aussi comme je l'ai dit, le levier même, c'est l'éducation que l'autre a reçue d'abord et sa perception de la vie. Donc, si par exemple, pour un jeune homme, il a l'habitude de remarquer son père crier sur sa mère pour donner son autorité, c'est quelqu'un qui sera à même de vite le faire. Et aujourd'hui également, il y a les droits humains, ou je dirais les féministes, ou tout ce qui va dans cette tangence-là qui n'est pas plus de nature à laisser l'autorité seulement à l'homme. Donc, pour blaguer un peu, on dit les jeunes n'en disconviennent pas. Alors, les femmes, je n'en disconviens pas. Voilà, les femmes, je n'en disconviens pas. Alors, tous les hommes ne sont pas, je dirais, récipiendaires de ces je n'en disconviens pas. Et ce qui crée, bien entendu, quelques bagarres. Qui écoute qui? Normalement, dans le couple, c'est les deux qui s'écoutent mutuellement. C'est une relation de couple, pour ce que moi j'entends, c'est le respect mutuel, c'est l'écoute, c'est ce partage d'émotions, c'est cette convivialité, c'est cette complicité. Et cela ne s'acquiert que par l'écoute, généralement. Alors, face à ces violences en relation amoureuse, qu'est-ce que votre organisation préconise ou fait pour freiner le phénomène? Pour freiner le phénomène, nous avons instauré depuis maintenant 4 ans un programme que nous avons dénommé Renutigan. Et c'est un programme de jeunesse qui s'ouvre chaque année comme un cadre de concertation des jeunes sur l'intelligentsia conjugale orientée vers les droits humains. C'est un véritable cadre, un creuset pour les jeunes qui viennent se ressourcer et apprendre de l'expérience de leurs aînés. Et aussi, c'est une occasion pour eux, surtout quand ils viennent en couple, d'apprendre ces petits faits, ces subtilités qui constituent des violences et d'en discuter et de prendre de belles résolutions. C'est un partage entre générations, c'est ça? Oui, c'est un partage intergénérationnel. On s'assoit, on discute, qu'est-ce que toi tu as vécu, qu'est-ce que moi je n'ai pas vécu, c'est ça? Il y a des thématiques sur lesquelles nous essayons de plancher et nous appelons des panélistes de divers horizons et qui viennent discuter, partager leur expérience, leur point de vue sur la question. Après, il y a des parties causeries, débats
où on essaye chacun de son côté de tirer le meilleur pour sa relation amoureuse. C'est chaque année que vous le faites? Oui, chaque année. Et pour cette année, c'est comment? Pour cette année, nous sommes en train de l'organiser pour le 7 septembre 2024 à l'université d'Abomey-Calavi. Et ça sera une occasion aussi magnifique parce que cette année, nous discutons de Reine Tigan, mais aussi de la non-violence au sein des relations amoureuses et des familles, un moteur pour l'épanouissement du capital humain. Cette thématique est choisie pour pouvoir mettre la lumière sur l'impact négatif qu'a la violence sur un individu à part entière et sur la société côté productivité. Et pour, en tout cas, ce que j'ai retenu de votre organisation, elle n'agit qu'en amont. Oui, en amont. Pas en aval. Non, pas en par aval. Rapport au cas. Oui, parce que nous n'avons pas, je dirais, l'autorisation d'exercer en aval, mais nous-mêmes, on a prévu. C'est comme on le dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Pour nous, c'est très, très important de préparer cette jeunesse à mieux s'entendre, à construire des foyers tigans. Et ce n'est que comme ça que notre Bénin, notre monde sera beaucoup plus meilleur. Est-ce que des couples viennent à vous avec des crises et repartent davantage amoureux? Souriant, ah, amoureux, oui. Et nous en avons vécu et même des expériences ont été partagées tout récemment sur notre page Facebook, Young Leaders. Vous pouvez aller voir des couples qui sont venus, ils étaient aussi dans des moments de crise et ils sont repartis tout joyeux et tout. Et ce qui est encore intéressant, Monsieur Tanguy, pour cette édition, c'est que le programme ne sera pas constitué que de conférences ou de partage d'expériences. Il y aura des jeux de société pour les jeunes, histoire d'interagir avec d'autres personnes, d'apprendre des expériences d'autres. Et aussi, à la fin, il y a un bal. On va danser. On va danser. À vos marques prêts, donc, et partez. Et partez. Roch Redagbe, président de l'ONG Young Leaders du Bénin ou of Benin, très engagé, faut-il dire, dans la sensibilisation et l'anticipation sur la violence dans les relations amoureuses. Oui. Merci d'être venu sur l'Actu Matin. Un mot rapidement pour finir. Alors, je vais m'adresser particulièrement à tous les jeunes qui me suivent, déjà à partir de 17 ans jusqu'à 30 ans et plus. Cette occasion, c'est à ne point rater. Vous êtes jeune, vous voulez construire votre vie, vous voulez surtout réussir votre vie. N'oubliez pas de vous aimer, de vous préparer et de venir partager cette magnifique expérience avec d'autres jeunes. Roch Redagbe, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, voici maintenant la rubrique santé. Stéphane, bonjour. Bonjour Tanguy. Nous parlons aujourd'hui d'un produit alimentaire présent dans notre quotidien. Il s'agit du sucre. Exactement. Malgré son goût qui ne laisse aucun consommateur assez indifférent, le sucre présente quand même beaucoup de risques pour la santé, vous nous dites ce matin. Exactement Tanguy, et nous allons en premier lieu sur quelques personnes qui ne peuvent jamais, ils ont dit jamais, qu'ils ne peuvent se passer du sucre dans un aliment. Que manger sans sucre, c'est comme si ils prenaient rien du tout, que c'était amer. Donc, le goût sucré, on reste unanime sur ça. C'est un goût agréable. Tout le monde est d'accord avec ça. On va les écouter. C'est le sucre qui est la chose. C'est le sucre qui est la nourriture, quoi. On ne peut pas prendre ça sans le sucre. Si on veut parler de ce que je veux prendre par plaisir, je ne peux pas manger sans sucre. C'est difficile, très compliqué même. Manger sans le sucre, non, je ne peux pas. En fait, dès le bas âge, on est habitué à manger avec le sucre. D'abord, on nous a habitués avec le yaourt, le thé, ce qui fait qu'il y a du sucre dans tout ce qu'on mange. Du coup, j'ai été habitué avec le sucre. Et puis on est habitué avec ça, on est habitué. Les parents nous ont habitués avec ça, du coup, je ne pense pas que je puisse laisser. Je ne pense surtout pas. Voilà Tanguy. C'est assez impressionnant voilà. Qu'on ne puisse pas vraiment se passer de la consommation du sucre. Je trouve ça assez curieux. Oui, bon, nous sommes tous habitués. On veut délayer du gari, on met du sucre. On veut prendre de la bouillie, on met du sucre. Il y en a même qui prennent du yaourt avec du sucre.
Oui, ils prennent le yaourt nature et ils mettent du sucre dedans. Au lieu d'aller directement prendre un yaourt sucré, on prend nature et on met du sucre. On fait du jus naturel et on y ajoute du sucre. Donc c'est compliqué, on est dans le sucre tous les jours et tout le temps. Et malgré ce goût agréable qui nous attire tout le temps et qu'on doit prendre du sucre, le nutritionniste et diététicien nous prévient sur le danger que le sucre représente vraiment. La surconsommation du sucre. La surconsommation surtout, oui. Dans tous les aliments. Mais on n'a pas la culture de la portion. C'est pourquoi je ne peux, en tant que diététicien spécialiste des aliments, je ne peux pas dire de consommer du sucre. Le sucre, c'est un danger pour le cerveau. C'est un danger pour les 7 organes, à savoir le cœur, foie, poumon, rein, pancréas, côlon et le cerveau, surtout le cerveau. Donc, nous devons faire attention à la consommation du sucre parce que nous avons le fructose, le sucre qui vient du fruit, le lactose, le sucre qui vient du lait et le glucose. Le glucose, c'est ça que nous consommons en morceaux blancs et en roux. Donc, nous devons limiter strictement la consommation du sucre en fruits, en lait et aussi en glucose. Alors, voilà, il nous dit de consommer moins de sucre, si possible même éliminer. Si possible, oui. Éliminer le sucre dans nos alimentations passées. Parce que ce n'est carrément pas une bonne chose pour nous. Est-ce qu'il faut vraiment arrêter de consommer du sucre? C'est vrai qu'il a dit qu'il y a du fructose, il y a le lactose, et avec une teneur non moins considérable. On peut prendre les fruits à la place du sucre parce que, bon, c'est vrai, il y a de l'ananas qui est sucré, la papaye est sucrée. Sucré aussi. C'est vrai que des gens font le jus d'ananas et y ajoutent du sucre, c'est très mauvais. Donc, il nous conseille de prendre quand même les fruits à la place du sucre, mais de ne pas en abuser. De ne pas en abuser, plus le sucre du fruit, fructose. Je préférerais le fructose, mais en portion, parce que quand c'est de trop, ça peut encore provoquer l'excès de la glycémie. Donc, faisons beaucoup attention, surtout à la mangue, papaye, pastèque, ananas, banane. Voilà des fruits qui sont très riches en fructose, et voilà qu'on appelle la culture de la portion. Donc, si on trouve la mangue, on se jette, ainsi que l'ananas. Donc, nous devons faire attention à ces fruits, surtout le soir. Il faut éviter d'en consommer le soir. Il y a des gens, quand ils finissent de manger, ils prennent l'ananas, ou bien ils prennent la banane, ou bien la mangue. Non. Il faut, parce que notre culture culinaire du soir, c'est la pâte. Alors, et tu finis la pâte qui est déjà très riche, le maïs qui est un aliment qui fait partie des glucides, très riche. Alors, on doit éviter d'en consommer. Voilà, Tanguy, la pâte également est très riche en sucre. Et nous mangeons... C'est compliqué quand on écoute tout ça. C'est compliqué. C'est compliqué de manger. Parce qu'on mange, on dit qu'on veut prendre du dessert. On veut prendre du dessert, on exagère encore avec le dessert. Et c'est un autre problème pour nous, côté santé. Donc, il faut dire qu'à partir de 40 ans, il est conseillé d'éviter au maximum le sucre. Mais moi, je dirais même 30 ans. Parce que déjà à 30 ans, on prend déjà légèrement un coup de vieux. On n'est plus tout à fait jeune. Donc, il faut également éviter de prendre beaucoup de sucre, les trucs trop sucrés, le thé avec une quantité considérable de sucre, la bouillie très, très sucrée. Ce n'est vraiment pas bien. Au risque de s'exposer aux maladies comme l'insuffisance rénale, le diabète et même les pathologies cardiovasculaires. Justement, parlant de pathologie cardiovasculaire, on a quand même quelques cas de décès d'AVC, notamment dans le rang des jeunes, et cela inquiète beaucoup. Un quotidien l'a évoqué ce matin dans sa production. Cette fois, merci beaucoup pour cette rubrique animée ce matin. Merci. Nous souhaitons passer une très bonne journée à mardi prochain. Oui. Mesdames et messieurs, voici la pause maintenant. Cotonou accueille du 27 au 29 août 2024 la 6e consultation régionale des institutions nationales des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest, initiée par le réseau des INDH en Afrique de l'Ouest, en collaboration avec la Commission béninoise des droits de l'homme, la Commission de la CEDEAO, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, avec l'accompagnement du gouvernement béninois sur le thème « Le rôle des INDH dans la promotion d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durable en Afrique de l'Ouest ».
Plusieurs thématiques seront débattues. Migration et déplacements internes, les INDH et droits des enfants déplacés internes à l'éducation, les INDH et insécurité croissante, consolidation de la démocratie et respect de l'état de droit, et enfin les INDH face aux entreprises et les droits de l'homme. La 6e consultation régionale des institutions nationales des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest du 27 au 29 août 2024 à Cotonou, la plateforme de promotion et de protection des droits de l'homme pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Akpè 5 do Koji ou Djouko da lok pade TD2 Kane, Diakoti, Djezoanyan Konesi kwa louton Même pas ouais bon big pendo Amote rosa on blabon man quoi bon Wallon blotika amando abonnement mon bon on t'avoir plus mon baby ça te plaît maintenant à moi quoi t'as joué à oblo quoi bon là 2500 tu rejoins le mouvement bon quoi bon et nous doigts où mon volant y va côté 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 ya ouais côté Allo Bache quoi c'est le nouveau schéma. Abonnement pour de quoi Canal Plus ou quoi roumi c'est beau 250 chaînes à 2500 francs 5000 ben noble d'aïe men coulé maintenant avec quoi bon j'ai ma chaîne préférée sous patron oui le Canal Plus abonnement check banjo mais bini quoi télé quoi c'est la solution le tête du me avec chez Banak pour série depuis 200 euros décodeur ablo abonnement pour ablo quoi bon ou à écouter et le même pas bon pendo amote rosa on abonnement quoi bon amando abonnement mon bon on t'avoir plus mon baby ça te plaît maintenant à moi quoi t'as joué à oblo quoi bon là 2500 tu rejoins le mouvement bon quoi bon nous doigts où mon volet y va côté côté et marché côté côté ya ouais demando de raison bloc quoi bon mais on a de quoi de on bloc access 1000 c'est la meilleure quoi bon c'est le pour nos secours right ya ouais côté et marché Bonjour. Bonjour. William, bonjour. Bonjour. On va parler ce matin, je dois dire, de ce regain d'activité, notamment au niveau donc des mouvements politiques. On avait cru qu'avec le vote d'une série de lois politiques et électorales, que le phénomène allait disparaître, comme on le constatait à la veille de chaque élection majeure, notamment législative ou présidentielle. On est en tout cas devant le phénomène à nouveau. On va faire un tour d'horizon sur cette affaire et comprendre un peu pourquoi est-ce qu'on a ce regain d'énergie là. Par contre, on peut déjà constater de façon évidente, William, ce grand silence des partis politiques sur la scène politique nationale depuis la fameuse sortie où Patrice Talon disait que tout cela sera relâché à 6 mois de scrutin. Eh bien, tout le monde s'est rangé, on ne parle plus. Que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, c'est silence plat. Alors, vous avez compris quelque chose? Oui, silence plat, on peut le dire, parce que malgré l'activité politique qu'il y a de part et d'autre aujourd'hui, nous sommes à moins de 2 ans d'une présidentielle, et dans la norme, ce n'est pas ce à quoi nous sommes habitués. Donc, pour les quelques actions que nous voyons, nous pouvons parler de silence plat, quand on voit le contexte dans lequel nous sommes. C'est vrai qu'on a dit que nous en convenions tous ou non. On nous a dit, et on a légiféré à ce propos, que nous faisions trop de politique et que nous utilisions le clair de notre temps à faire de la politique. À parler que politique. Donc, il faut réaménager le calendrier politique de sorte à ce qu'il y ait des temps pour parler politique et du temps aussi pour parler développement. C'est ce qu'on a dit. Est-ce que c'est faisable? Je n'en sais rien. Si, depuis lors, avec l'instauration des élections générales, depuis la révision constitutionnelle aux différentes lois que nous avons adoptées après pour pouvoir
envoyer tous les scrutins à 2026. Je ne sais pas si depuis lors jusqu'à aujourd'hui, il y a un jour où on a arrêté de parler politique. Je ne sais pas si nous y sommes parvenus. Mais quand même, la volonté est là quand même de faire de l'espace, de faire du vide. On doit, en griffe, parler développement au quotidien et plus tard politique. Au nom de cela, c'est bien compréhensible. Et quand j'ajoute le fait historique que vous venez de rappeler, il est bien historique, bien qu'il soit récent. Cette déclaration de Patrice Talon, elle est bien historique, bien qu'elle soit récente. Donc, dans cette marche-là, vous voyez tous les partis de la mouvance mourir pour eux-mêmes au profit d'une reddition de compte gouvernemental, au profit du chef d'État qu'ils défendent, au profit des actions de ce chef d'État, au profit des réalisations qu'il a dû faire ce temps durant. Ils en rendent compte, ils ont éteint légèrement les bannières de leur parti politique, de leur mandat électif. Ils ne sont plus forcément dans leur rôle. Ils consacrent plutôt dans leur diversité toutes leurs énergies. Ils les mettent ensemble, ces énergies, pour pouvoir parler bilan de l'action gouvernementale. Ils font de la politique, mais non pas en défendant valeurs, idéologie et je ne sais pas, projet de société de leur parti politique, mais ils font plutôt le bilan d'un homme, de sa gouvernance. Donc, ils font de la politique. Ce n'est pas à décortiquer point par point, c'est une réalité. Ils font de la politique, ils sont dans de la propagande déguisée, ils sont sur le terrain politique, mais entre-temps, effacés du point de vue de la bannière de leur parti politique. Par contre, du côté de l'opposition, on fait aussi de la politique à sa façon, en s'attardant sur les affaires judiciaires, en tablant sur l'actualité des sorties, la question de la détention, de certains rapports sur les détenus, le décès d'un de leurs militants. Quand je dis l'opposition, je parle principalement du principal parti. Encore que sur la question judiciaire, ils ont le concours de certaines autres formations de l'opposition. Je veux citer MPL, je veux citer NFL. Bref, on voit d'autres formations à leur côté sur ces scandales politico-judiciaires, sur ces affaires qui défraient la chronique, ainsi que, par exemple, je le disais à l'instant dans mon analyse, la question d'un de leurs militants démocrates décédé en raison des conditions carcérales et des conditions d'hospitalisation qui lui ont été accordées. Ce sont les deux malades. Oui, Franck. Moi, je pense que c'est une bonne chose de constater... Que tout le monde soit silencieux. Non, pas silencieux. De constater que du côté d'autres... Enfin, qu'il y ait d'autres partis politiques qui viennent sur la scène politique, alors que les grands ensembles que nous connaissons soient un peu silencieux. Mais silencieux, ça me gêne un tout petit peu parce que il n'y a pas si longtemps que ça, on a vu quand même ces grands ensembles-là, les grands blocs sur le terrain. Et vous savez aujourd'hui... Pour parler de réduction de comptes. Non, pas seulement. Même avant ça, on a vu quand même... Ils ont parlé de quoi? Ils ont fait quelle sortie? Non, les sorties qu'ils ont eu à faire, c'est peut-être des réunions en interne, mais qui ont eu des échos quand même au niveau des médias, des rencontres en interne, des séances où ils se rencontrent pour parler. Avant, on a vu Maître Joseph Diogbenou et les siens qui étaient sortis pour éclairer la lanterne des populations sur le fait qu'on l'accusait d'avoir... Les coqs bouffent les maïs, là. Les coqs bouffent les maïs, ça c'est juste un exemple qu'on peut prendre. Mais je pense qu'après les élections, il y a eu quand même quelques activités. Moi, j'ai couvert une activité au siège de l'Union progressiste, le Renouveau par exemple, où ils ont discuté, ils ont fait le point de ce qui s'est passé à l'Assemblée, ainsi de suite. Ces activités, je pense que c'est des trucs qui sont prévus. Maintenant, lorsqu'il y a des situations sur lesquelles les partis politiques doivent se prononcer, c'est vrai qu'on observe une certaine proactivité. Vous pensez à quel sujet, par exemple? Je pense à des sujets un peu comme la vie chère, l'insécurité. Ils en ont parlé, ils ont montré... Oui, j'ai dit, il n'y a pas cette réactivité. Ils ont parlé argument que les poulets nous dérangent beaucoup avec nos maïs. Ils en ont parlé. Pourquoi vous accrochez à ces grains de... C'est une de leurs explications. Oui, mais ça fait partie de leurs éléments, je dois dire, d'analyse de la cherté de la vie. Oui, non, la cherté, ça c'est des propos que Maître Joseph Diogbenou a tenus comme ça dans la foulée au cours de la tournée. Okay. Mais de façon formelle, c'est qu'on ne sent pas que ce soit les partis de l'opposition ou les partis de la mouvance. Lorsqu'on crie cherté, vous savez, il a fallu que
les médias commencent par les acculer pour dire, mais les partis politiques, qu'est-ce qu'ils en disent, qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur contribution avant qu'on ait ces réactions. Donc, il n'y a pas cette réactivité qu'on aurait espéré. Cependant, ils viennent toujours se rattraper. Mais lorsque d'autres partis, par exemple, qui ne sont pas toujours membres de ces grands ensembles, viennent à animer la vie politique, moi je me dis, ça nous permet de tester, disons, la solidité. On va voir un peu ce que ces jeunes mouvements apportent là, mais constatons déjà le mode de fonctionnement de ces grands ensembles, comme on les appelle, ces grands partis politiques qui sont quand même reconnus officiellement, parce qu'ils ont récépissé, reconnus officiellement, et qui, ma foi, bénéficient même de l'appui du financement public. En principe, cela devrait être un élément majeur qui revitalise un peu leur présence sur la scène politique nationale. On est en période de vacances, pas de grande activité outre mesure, de mobilisation de jeunes, d'encadrement de jeunes, d'éducation, de formation, etc. Rien de tout cela, on est timoré, on est là, on observe. Et en ce moment, c'est la société civile qui forme les politiques. Oui. Vous savez de quel programme je parle. Vous savez, s'il suffit que les démocrates descendent tous les week-ends avec Boni Yahi dans une localité du Bénin pour animer la vie politique, je pense que vous faites bien de mettre grand silence. S'il suffit que pour une actualité, on fasse une conférence de presse, juste comme ça, article 8, je crois, de la charte des partis politiques, ils ont accès aux médias, ils ont les moyens, animer le débat démocratique, animer la réflexion, animer l'opinion. Vous parlez des vacances. Actuellement, les universités de vacances, vous en avez eu ces vacances aussi? Moi, je n'en ai pas eu. Franck, parce que lui, il est convaincu qu'il y a des activités. Moi, je n'en ai pas eu. Oui. Moi, je n'en ai pas eu. De ce point de vue, pour moi, ils font de l'activisme, mais ce n'est pas c'est leur façon d'animer la vie politique. Je suis totalement d'accord. Ou avec les moyens du bord, c'est ce qu'ils pensent faire pour le moment. Mais je remarque quand même que dites-moi ce que les démocrates font actuellement, à part l'affaire On Vit. Les démocrates font, pardon. Bon, le parti, c'est la même chose. Les démocrates fait actuellement, si ce n'est pas l'affaire On Vit, dites-moi ce qu'un seul parti de la mouvance présidentielle fait aujourd'hui, si ce n'est pas niveau arrondissement, reddition de compte. Patrice Talon a fait des bitumes, on nous a dit de vous dire qu'il y a eu ci, il y a eu ça. À part ça, dites-moi ce qu'ils font. Là-dessus, il y a grand silence. Si nous sommes à 2 ans de la toute première élection générale de notre histoire, où, quand je dis notre histoire, je ne parle pas d'avant 90, de notre histoire du renouveau démocratique, justement, c'est la toute première fois que nous avons une échéance si grande qu'il y a un silence assourdissant de ce degré, de ce niveau. Pour moi, il y a silence, et si c'est l'activisme parsemé de quelques tons élevés par endroits, pour moi, il y a silence quand même. Moi, ce qui est curieux, c'est non seulement que les partis de la moisse sont silencieux, l'opposition aussi, elle est silencieuse, mais même les candidatures solitaires qu'on avait entre-temps pour un peu garnir la scène politique, eux aussi se méfient beaucoup. Bon, je vois quelqu'un qui était très Facebook, qui a commencé à venir dans les journaux maintenant. Bon, c'est tant mieux. Même les indépendants aussi, ils sont silencieux. Ils ont perdu le goût de la candidature à la présidentielle, visiblement. Non, à mon avis, c'est un peu stratégique. Hein. Ah oui? Oui, parce que, comme l'a dit William, c'est un peu bizarre de voir qu'à 2 ans d'une élection, qu'il n'y ait pas cette effervescence qu'on observait par le passé. Je pense que le schéma de 2026 est un peu compliqué dans la tête des uns et des autres. Pourquoi? À cause des tests? Des tests, à cause également du fait qu'on a voulu rendre les partis politiques assez forts, qu'on a voulu que ça ne parte plus de l'individu, mais que ça parte du parti politique. Et donc tout le monde attend les décisions du parti politique. Ça peut ne pas marcher, je n'en sais rien. Ça nous permettra, comme j'avais commencé par le dire, de tester la solidité de ces tests-là, de ces lois qu'on a prises, de ces réformes qu'on a eu à prendre dans le temps. Mais ça peut également marcher, on ne sait pas. Et donc, dans ce flou-là, les gens ne savent pas à quel sens se vouer. Si vous allez trop vite, peut-être que vous allez vous essouffler, vous allez trop lent, vous n'allez pas y arriver. Donc, on cherche le juste milieu, on marche un peu comme sur les yeux en ce moment-là, tout simplement parce qu'on ne voit pas clair dans 2026.
Que dira peut-être Patrice Talon? Que dira Boni Yayi à ces gars? Est-ce que les consignes seront suivies pour 2026? J'ai l'impression que la politique est campée sur ces deux personnes. C'est une évidence. Oui, merci, c'est une évidence. Parce que pendant longtemps, enfin, depuis que Boni Yayi est arrivé au pouvoir et même avant, je pense que les choses ont été décidées, ont été conclues entre les deux personnes. Et surtout parce que Talon est venu au pouvoir après lui avoir passé disons, l'avoir aidé à conquérir le pouvoir. À conquérir le pouvoir, et Boni Yayi lui a passé la main. Je pense que c'est en ce moment que Boni Yayi s'est rendu compte que, attention, la politique peut se faire autrement. Il ne s'y attendait peut-être pas, il n'a pas vu du tout venir, mais les autres ont travaillé pour arracher le pouvoir. Et c'est dans cette dynamique peut-être qu'ils sont actuellement, mais je ne sais pas si c'est la bonne méthode qui est utilisée, parce que les démocrates, disons, leur marque de fabrique, c'est qu'on saute sur chaque événement qui se produit et on met le paquet, après on se retire. Et puis, bon, quelques descentes dans quelques zones pour haranguer la foule. Je ne sais pas si ça aussi, ça marche toujours. Bref, pour dire que on aurait voulu, j'en aurais fini, on aurait voulu qu'il y ait intensément de l'activité politique en ce moment, ce à quoi on était habitué, mais le contexte ne s'y prête vraiment pas. Deux grands points de silence. L'actualité. Vous voyez, on n'a pas fini de gérer ce que nous avons entamé avec le Niger. Quand actuellement, diplomatiquement, il y a problème. Si des nationaux à nous, avec le Togo, justement, des nationaux à nous sont cités par les autorités judiciaires du Togo. Vous avez bien pour le Togo même, on a quand même les sorties de Ibrahim Traoré, par exemple. Justement, avec sur lesquelles on a nos autorités ont eu même à discuter avec l'ambassadeur. Là-dessus, dites-moi le communiqué des partis politiques. Bon, c'est un rapport entre États, on suppose peut-être, enfin, j'essaie de comprendre la position des partis politiques, on suppose peut-être que c'est une affaire entre États, et qu'en réalité, le premier acteur qui devrait intervenir, c'est le gouvernement en place. Et s'il ne le fait pas Oui, mais le gouvernement a appelé l'ambassadeur de Ouagadougou à Cotonou. Et le cas du Togo, ça défraie aujourd'hui la chronique. Les partis politiques n'en disent rien. Certains sont campés sur leur soutien à ou à la principale personne dans ce scandale en question, pour lui vouer soutien. D'autres se taisent carrément. J'en ai vu même qui, sur les réseaux sociaux, justifient comment un État peut être dans l'illégalité parfois pour montrer sa souveraineté. J'en conviens. Ça, c'est un autre débat. C'est leur point de vue, justement. Mais les réflexions dans les cercles de décision des partis politiques, les communiqués officiels, les positions officielles sur l'actualité, vous pensez que dans les grandes démocraties, où il y a la vitalité du système partisan, comme cela se doit, comme on veut l'implémenter ici, des situations comme celle-là peuvent se dérouler au vu et au su de tous, sans que les partis politiques... Oui, mais on ne va pas quand même aller au même rythme de démocratie vieille de 200 ans, alors que nous-mêmes, on n'a que 30 ans à peine, et qu'on est encore dans les jupons de notre moment démocratique. Pas forcément, on a fait des prouesses. Je ne pense pas que nous soyons encore dans les jupons. Nous avons fait des pas, même s'il y a eu des reculs entre-temps. J'ajoute que, de ce point de vue, je constate qu'il y a un silence. Silence au sein des partis politiques. Ils vous diront tous que, pour les candidatures en 2026, il y a des textes. Demandez à qui que ce soit, de quelque parti que ce soit. De sortir les textes. Les textes qui... Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que les textes disent? Ils vous disent, vous êtes journaliste, allez chercher l'information, allez lire. Chaque parti a son mode de fonctionnement pour 2026. Ça va se passer comme on le voudra. Les institutions sont en place. Bref, tout le monde a peur d'en parler, peut-être. Sinon, qu'on le veuille ou non, qu'on veuille ranger le calendrier des débats politiques ou non, la construction d'un État, c'est quotidien. Vous voyez, regardez tout le débat que les gens ont fait autour de Biden. Et regardez comment le débat démocratique se relance maintenant que ce sera Harris qui va défendre les couleurs du Parti démocrate à la présidentielle de novembre prochain aux États-Unis. Qu'on le veuille ou non, si on veut ressembler à une grande démocratie, il y a des choses que nous ne pouvons pas enlever aux ADN. Et si exprès, par peur, par stupeur, par fébrilité, par politique d'autruche aussi. Ça, il y en a, reconnaissons-le. Il y a des faits sur lesquels on peut tabler, il y a des faits sur lesquels on peut discuter, mais dont on a peur peut-être. Si les médias ont peur, les partis politiques ont peur, tout le monde finalement a peur de parler, il y a grand silence au niveau des partis politiques, notamment dans l'animation de la vie politique. Parce qu'un État engagé
dans les questions substantielles ou consubstantielles à l'existence d'un État ne peut pas être en difficulté ou dans une actualité brûlante, et on dit que les partis politiques n'ont aucun mot à dire. Attention, ils défendent Moi, ce qui me dérange dans l'affaire, c'est qu'on pourrait se retrouver du jour au lendemain avec des candidatures comme cela qu'on nous présentera. On n'aura pas eu le temps suffisant de les évaluer avant de les valider. Peut-être même des programmes aussi qui n'auront pas existé ou qu'on va nous présenter à la veille et qu'on va nous faire valider. Parce que justement, cette période permet déjà de connaître le profil de ceux qui aspirent justement à nous diriger à partir de 2026, de savoir qu'est-ce qu'ils pensent, quels sont les programmes qu'ils ont établis par rapport à ça, etc. Et on commence par décortiquer cela jusqu'à l'échéance pour permettre aux populations quand même d'accéder un peu à ces précisions, à ces idées-là qui leur permettent de faire le bon choix. Mais on se tait et ainsi moi je me demande comment est-ce que le débat pourra se faire pour qu'on connaisse suffisamment la personne pour qui on va voter. Et c'est un grave danger, Franck. C'est un danger, mais on vous dira le nous c'est qui? Le nous, c'est les partis politiques vont vous poser la question. Le nous, ils vont dire c'est nos militants et ils sont informés des décisions que nous prendrons. Vous, population, oui, vous, mais médias, vous n'aurez qu'à... 13 millions ne sont pas répartis dans les 11 ou 12 partis politiques qui existent. Tous les 13 millions ne sont pas militants forcément d'un parti politique. Et l'UPR, le BR ou je ne sais pas trop quel parti politique, les démocrates ne me diront pas qu'ils ont 6 millions de militants par exemple. Et donc il y a des gens qui ne sont pas du tout militants, qui ne vont pas au rendez-vous politique, qui ont besoin aussi de savoir qu'est-ce qu'on pense parce qu'eux-mêmes ont le droit de désigner en fonction des informations qu'on leur a apportées. On vous dirait également qu'en temps opportun, les candidats seront désignés, vous saurez, même si c'est à 2 semaines de l'élection. C'est de l'escroquerie politique, justement, ça. C'est un grand vol politique, ça. De nous présenter un candidat à la veille du scrutin et de nous demander de valider. Et surtout que celui-là préside à nos destinées. Pendant 5 ans, qu'il soit le maître à penser que peut-être c'est possible qu'il n'y ait que ce qu'ils disent qui passe, et pendant 5 ans, au nom de 13 millions, peut-être parce qu'il est... en temps, on a dit que les plus riches n'accéderont plus, donc peut-être il sera peut-être le plus roublard, ou je ne sais pas, il sera celui qui va parvenir à se faire désigner par ce parti qui aura le plus grand suffrage. Quand même, il y a lieu de nous dire... Chez nous, on dit que le pain plié ne s'achète pas en l'état plié. Non, pour faire plus sérieux, je pense que c'est un grand danger. Parce que nous avons le droit, c'est un droit même si ce n'est pas consacré formellement dans un livre comme la Constitution, c'est un droit du Béninois de savoir à qui il doit confier la destinée de son pays d'ici 2026 et pour les 5 prochaines années, pour le premier mandat s'il devait remplir éventuellement pour un second mandat. Et donc, jusqu'à ce moment, si nous n'avons pas une vue claire, je pense que ça n'est pas bien pour notre démocratie, ça n'est pas bien pour l'animation de la vie politique, parce que tout simplement, on n'aura pas eu le temps de faire le débat et de connaître la personne, le personnage, la personnalité même, et ce que vaut cette personne-là, ou bien ce que valent ces personnes qui vont nous représenter, qui vont même s'affronter. Si nous devons avoir, excusez de peu, un ivrogne qui doit affronter un autre dans la course de 2026, il faut bien qu'on puisse le détecter pour attirer l'attention des uns et des autres, pour dire, nous n'avons pas besoin d'un ivrogne à la tête de notre État ou d'un raciste, d'un xénophobe, d'un régionaliste, ainsi de suite. Donc c'est en faisant le débat en prélude au rendez-vous de 2026 qu'on doit détecter tout cela. Et c'est ce qui a fait que pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies, j'aime bien votre pluriel. Non, j'aime bien votre pluriel parce qu'il n'y a pas que le poste de président de la République en 2026. Et donc pendant plusieurs années, vous avez vu que ce sont des gens qui sont venus de nulle part, des intrus, qu'on nous présentait comme des intrus qui connaissent la maison, mais qui viennent de nulle part, qui ravissent la vedette aux politiques qui ont travaillé, qui ont mis tout leur temps, toute leur énergie, toute leur vie à préparer un parcours politique. Ça, je pense que on est en train de vouloir éviter avec les réformes du système partisan l'achat des partis politiques, mais ça risque de nous revenir sur la tête en pleine figure si on n'ouvre pas le débat politique, si on ne le fait pas, si on n'invite pas les populations, les acteurs de la société civile à opiner sur, par exemple, le portrait type de celui qu'on peut avoir en 2026. Et ça doit partir des partis politiques, des formations politiques
qu'elle soit dans de grands ensembles ou à part ou je ne sais quoi, au milieu, au bout du quelque part en train de se chercher où est-ce qu'il faut enfoncer sa tête, le débat doit se faire et sérieusement. On a l'impression en tout cas que face à ce grand silence, il y a quand même que les mouvements politiques ont décidé de prendre leur responsabilité. On a désormais, je dois dire, un foisonnement de mouvements politiques. C'est vrai que le rythme n'est pas celui qu'on connaît par le passé, mais il y a quand même que les mouvements naissent, des partis politiques même naissent aussi. Alors qu'on s'était dit qu'avec les lois, tout ça est rangé au placard, William. Non, les lois n'ont pas empêché les gens de créer des partis politiques. Si vous êtes 15 dans une commune et que vous arrivez à faire de même dans les 77 autres, vous créez un parti. C'est possible. Donc, les lois n'empêchent pas quelqu'un. Mais les verrous, les très lourds verrous, c'est ma perception. Les très lourds verrous pour accéder au suffrage, ne serait-ce qu'au niveau communal, pour être conseiller de vous. Ailleurs, les étrangers même lèvent des sièges au niveau territorial, parce qu'on se dit la gouvernance participative au niveau territorial n'a rien à voir avec la démocratie représentative qu'il y a par exemple dans un parlement ou au niveau le plus élevé. Mais même pour être conseiller, ne serait-ce que conseiller local, avec tous les verrous qui existent aujourd'hui dans notre réforme dite du système partisan, il n'y a que très peu de partis sans ancrage véritablement national ou très peu de partis sans grande marge de manœuvre sur l'étendue du territoire national. Très peu de partis peuvent avoir les suffrages qui seront valables pour véritablement lever des sièges. Mais entre-temps, quand vous parcourez la charte des partis politiques dans ces 58 articles, il n'y en a pas un seul qui parle de mouvement politique. Mais pourtant, les mouvements se créent. Avant ça, la loi, je parle de la charte des partis politiques en vigueur, celle de septembre 2018, même celle de février 2003, elle ne parlait pas de mouvement politique, elle parlait de partis politiques, elle parlait d'alliances politiques, d'alliances de partis et de groupes de partis politiques. Et pourtant, à l'époque, il y avait des mouvements politiques. Donc, tant que vous n'écrirez peut-être pas, noir sur blanc, dans un texte législatif ici, que les mouvements politiques régis par la loi 1901, qui n'ont pas de statut juridique, un peu comme les partis politiques qui, eux, sont encadrés par des textes que nous savons, nous connaissons la charte des partis politiques, nous connaissons par exemple la loi sur le financement public aux partis politiques. Voilà des textes qui donnent un statut juridique très clair aux partis politiques aujourd'hui en République du Bénin. Tant qu'il n'y aura pas un texte comme ça pour peut-être proscrire, et ça, officiellement, les mouvements politiques, vous souffrirez qu'il y en ait. Et surtout aujourd'hui, avec les paniers à crabes que nous avons là, comme parti politique, ces gros ensembles extrêmement hétéroclites où les gens se forcent à vivre ensemble, on les écoute en aparté, on sait comment ça fonctionne. C'est ça un parti politique. C'est ça aussi un parti politique, justement. C'est ça aussi le prix à payer pour aller pour arrêter les cabines domestiques par arrondissement ou par quartier de ville là. Donc au nom de ça, comprenons que nous allons souffrir encore un peu que des mouvements politiques naissent. Et je pense que si on s'y prend bien, on peut régler cette difficulté, le vivre ensemble au sein des partis politiques et espérer, au bout de quelques décennies, avoir de grands ensembles, un peu comme aux États-Unis aujourd'hui, on parle de la gauche ou on parle de la droite. Dans d'autres démocraties, tout est clair au niveau du débat politique et on s'occupe d'autres choses, on s'occupe de développement, on s'occupe des questions qui placent un peu le capital humain au sein des débats. C'est pour dire que la nature a horreur du vide. Lorsque vous laissez le terrain et vous ne l'occupez pas, vous laissez le terrain, vous n'animez pas la vie politique, vous n'allez pas sur le terrain pour que les gens sentent que autant on veut chercher de l'argent, autant on veut disons assurer le développement, autant on veut parler politique, parce que politique va de pair avec question de développement. Lorsque vous rassemblez, vous dites par exemple à un politique, ici dans notre arrondissement, quelque part chez William à Koulikamé, dans un arrondissement de Koulikamé, nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de centres de loisirs, nous avons besoin de salles de classe. Vous passez par la politique pour régler des problèmes de développement à la faveur des meetings. C'est ce que nous observons souvent. Mais de jour en jour, on perd ce qui se faisait, ce qui permettait à ces populations de s'adresser. Et donc, à leur place, à la place de ces
grands blocs là qui ne viennent pas sur le terrain, les petits mouvements, les micro-mouvements se créent. Est-ce qu'ils peuvent avoir l'impact qu'ils ont eu par le passé sur, je dois dire, l'issue d'une élection majeure comme la présidentielle? On sait qu'en 2016, l'issue a été déterminée par justement ces mouvements politiques. Et bien avant même cela, il me semble que même en 2006 aussi, les mouvements ont porté un certain monsieur, d'abord avant que les autres partis politiques ne se retrouvent de façon urgente et pressés à Hologadet pour sceller une alliance afin de lui venir au secours au deuxième tour. Donc les mouvements ont quand même décidé de l'issue, je dois dire, de la présidentielle depuis ces élections-là. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que avec le contexte qu'on a, que ces mouvements ont un mot à dire, ont quelque chose à décider? Le risque même, c'est que si les grands ensembles-là ne s'y prennent pas tôt, c'est que ce sont ces mouvements-là qui vont faire l'affaire en 2026. Ah oui? Oui, parce qu'en interne, il y a tellement de problèmes. Mais les mouvements ne feront que le travail qui sera peut-être validé par, je dois dire, le parti politique, étant donné que les mouvements ne peuvent pas décider de la candidature de quelqu'un. Oui, mais ils seront comme en griffe des grands électeurs. Ils vont dicter la conduite maintenant aux grands ensembles que vous pensez être aujourd'hui très forts parce que c'est mis ensemble. Parce qu'en interne, il y a trop de clivages, il y a trop de difficultés qui vont davantage se prononcer à la veille des élections. Et donc ces mouvements-là, qui ont déjà eu une certaine avance, qui ont déjà travaillé, qui ont eu le temps de se faire écouter sur le terrain, vont dicter maintenant la conduite à tenir à ces grands partis. Et ça va être un échec pour le système partisan. C'est pourquoi je dis, si ces grands blocs ne se lèvent pas tôt, je veux parler de l'Union progressiste, le Renouveau, le bloc républicain et même les démocrates aujourd'hui qui sont en train de ratisser sur le terrain pour essayer d'avoir beaucoup de personnes acquises à leur cause, s'ils ne s'y prennent pas bien, ils seront obligés de faire recours à ces mouvements-là et même de se trouver obligés de suivre ce que ces mouvements-là vont faire parce qu'ils auront eu le temps déjà de travailler à la base, de se faire écouter, de convaincre même des gens à leur ambition. Donc c'est cela. Si on ne s'y prend pas vite, c'est que nous serons face à une situation où les grands blocs-là seront fragilisés. Vous connaissez le rôle de l'effet outsider en politique au Bénin. Depuis 1990, aucun parti politique n'a pu conquérir le pouvoir. À lui tout seul. À lui tout seul. Patrice Talon, malgré sa réforme du système partisan, n'est pas venu au pouvoir en rempilant avec un parti politique. Je peux dire qu'il est venu au pouvoir en griffe avec un mouvement, parce que c'était une vague qui est née comme ça, qui l'a suivi. Une coalition s'en est suivie au second tour. En 2021, la réforme était certes là, mais c'est Esni Ilo qui était là, c'est parti conquis à sa cause. Les deux grands blocs notamment et les satellites se sont partagés sa candidature. Ils se sont partagés sa candidature comme un gros gâteau. Elle était tellement lourde qu'un seul parti. Donc jusque-là, côté présidentiel, la réforme n'a jamais pris encore. Jusque-là, la mayonnaise ne prend pas côté présidentiel. Législative, on a eu la chaotique élection de 2019 avec son parlement monocolore et ensuite les législatives de l'année dernière. On a éprouvé ça au moins. On a eu les communales aussi de 2020. Ça a fait pleurer beaucoup de gens qui ont vu leur parti partir peut-être, mais on a au moins éprouvé de ces points de vue et on a vu que la réforme a accouché de partis politiques qui ont pu conquérir. Je crains ce qu'il en est avec les innombrables chaînes qu'ils se sont mis au pied avec le récent code électoral. On va éprouver encore, on verra ce que cela va donner. Mais rassurez-vous, ces mouvements seront encore les outsiders ou les vainqueurs de la présidentielle par procuration. Oui. Par procuration, oui. Parce que juridiquement, ils n'auront pas de candidature. Deux vont s'entendre par accord de gouvernance ou je ne sais quelle terminologie ils ont appelé ça, pour présenter peut-être un candidat ou un seul aura la possibilité de présenter un candidat tel qu'il le faut. Mais parce que le secret de Polichinelle, c'est qui rempile, qui vient après Talon, ou c'est peut-être le sujet à ne pas aborder, on va attendre le temps qu'il faut attendre, le temps de mailler le terrain. Vous avez vu un certain mouvement naître, je ne veux pas le citer énormément, naître, défendre la candidature d'une figure connue très peu en politique, mais qui est bien connu du milieu politique, qui s'est éteint quelque temps, ce mouvement s'est éteint quelque temps et qui est en train de reprendre du regain. Aujourd'hui, pas défendant quelqu'un que vous connaissez membre d'un parti politique, vous le savez au moins membre d'une formation politique de notre pays. Voilà des mouvements qui peuvent travailler
jusqu'à voir une candidature comme celle-là entérinée par procuration. On verra un grand parti présenter un candidat, mais qui, sur le terrain, aura le mérite de recueillir le suffrage auquel d'autres vont travailler. Donc, ça, c'est un exemple. C'est vraiment isolé. C'est un exemple parmi tant d'autres. Nous n'avons pas encore la culture du militantisme. La réforme bien décrétée, bien votée, adoptée par les lois, n'a pas inculqué encore la tête du militantisme. Voyez les médias américains aujourd'hui. Écoutez les militants de première heure de gauche et de droite. Souvenez-vous des législatives anticipées en France. Vous voyez les éternels partisans de vous voter pour parce que nous ne sommes pas encore arrivés là. Et donc là-dessus, ceux qui viendront de nulle part, les messies de dernière heure, qui entre-temps auraient travaillé dans l'ombre avec les mouvements politiques, auront peut-être une longueur d'avance, et ça c'est certain. Ce qui manque en tout cas à ce contexte-là par rapport à celui qu'on connaissait, c'est les sous qui circulaient. Actuellement, c'est un peu sec là. Ça manque? Vous en savez grand-chose? Bon, les mouvements n'en donnent pas l'impression. Avant, les mouvements, ils se bousculaient aux portes des médias parce qu'ils avaient quand même des poches qui étaient fraîches et rajeunies par des contributions de ceux dont ils défendaient les candidatures, dont ils projetaient la candidature. Aujourd'hui, bon, on cherche, parfois on les appelle même, et eux-mêmes, ils se demandent si c'est utile de venir en parler à la télé, alors qu'ils ont pris l'initiative de créer leur propre mouvement. C'est assez curieux, Franck. Bon, si on doit être sincère, ça a manqué. Ça manque. Ça a changé. L'énergie manque. Oui, l'énergie manque. Pour aller convaincre maintenant, il faut convaincre pas la bouche, pas le verbe. Et non pas le geste. J'aime bien partir à Parakou convaincre. Ah oui, convaincre. Ils ont un très beau discours, une rhétorique platonicienne. Et vous ont convaincu, vous? Pas moi. Ceux qui étaient dans la salle, c'est ce qu'ils ont dit. Ah non, allez bien poser la question. Mais je pense que c'est une bonne chose de ne pas célébrer à chaque élection. Disons l'argent, si on peut maintenir la dynamique. C'est vrai qu'on ne peut pas affamer des gens et dire qu'on est en train de faire je veux parler des partis politiques, je veux parler de l'animation de la vie politique. Il faut un minimum pour animer la vie politique. Vous ne pouvez pas aller rencontrer par exemple des sages que vous délogez, vous les empêchez d'aller à la prière. Par exemple de 14h, vous les mettez là jusqu'à... Ils sont sages. Et les sages, ça se moque pas mal du matériel. Non, ça se moque pas mal des conditions de vie terrestre. Mais même le jeune que vous sollicitez, le meeting doit démarrer à 10h, ça démarre à midi, ça fait déjà 2 heures de perdu. À la fin, il faut prévoir quand même quelque chose pour compenser le temps perdu. Ça, je pense que les partis politiques... Il n'est pas patriote, ce jeune. Oui, il n'est vraiment pas citoyen. Et puis sa conscience sera conditionnée par ce qu'on lui aura donné. Donc, il n'aura pas une liberté de choix. Pas du tout. Si, par exemple, vous devez tenir le meeting d'un parti politique qui a son siège quelque part à Courneuve, mais vous devez vous rendre dans le 3e arrondissement, quelque part, je ne sais trop... quand même, c'est le carburant. C'est les gens qui quittent tous les États pour venir à la Convention démocrate aux États-Unis. De leur propre chef, de leur propre... Et c'est pour cela que les partis politiques aujourd'hui reçoivent des subventions, reçoivent de l'argent pour leur fonctionnement. C'est de cela que moi je parle. Je ne parle pas de l'argent que les politiciens sortent et qu'on distribuait. Vous avez bien fait la différence là entre ce que le politicien sort lui directement de sa poche et ce que le parti lui met dans ici maintenant il y a une reddition de comptes. Vous déposez vos comptes, je ne sais pas, à la Cour des comptes. Ça veut dire que vous pouvez même faire signer le militant si c'est 1000 francs ou 2000 que vous avez. J'ironisais, mais je ne pense pas que le financement public serve à entretenir. Je ne dis pas entretenir, mais à faire déplacer, à permettre aux gens de suivre la séance que vous organisez. Je reconnais que notre sociologie n'a rien à voir avec la sagesse dont Tanguy parlait. Les sages qui sont dénués du matériel. Les sages ont les plus gros véhicules. Et ça parce que ce sont des V6, des V8. Il ne faut pas se déplacer dans des conditions un peu... Donc quand vous déplacez le sage, il faut lui donner la bouillie. Il faut lui donner de l'eau. Bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Vous suivez la route de presse juste après moi. Bonne journée.
Bonjour à toutes et à tous. Faux et archi-faux. Contrairement aux rumeurs répandues sur les réseaux sociaux, le Bénin n'est pas sous la menace d'une coupure de l'électricité en provenance du Nigeria pour non-paiement de sa dette. Une pure intoxication, s'indigne le matinal qui justifie sa réaction par un communiqué de la direction de la Société béninoise de production d'électricité en date du lundi 26 août 2024, apportant un démenti formel. La SBPE rappelle que le Bénin respecte rigoureusement ses obligations financières envers ses partenaires nigériens, rassure le quotidien. L'information est relayée par Fraternité qui met en titre « Le Bénin dément et clarifie ». Le confrère de la matinée parle du reste d'un renforcement de la coopération énergétique entre les deux pays. Le quotidien nous apprend en effet que le Bénin et le Nigeria passent en revue les travaux de maintenance sur la ligne électrique 330 kV. Restons sur l'échiquier des rapports entre Cotonou et Abuja pour évoquer cette affaire de délivrance de faux diplômes par des universités béninoises. 22 500, c'est le nombre hallucinant de faux papiers délivrés par le Bénin et le Togo à des ressortissants nigériens, selon Nord-Sud Quotidien. Le Canard indique qu'il s'agit d'une révélation faite par le ministre nigérien de l'Éducation, Tahir Maman, dimanche 25 août 2024, sur l'émission Sunday Politics d'une chaîne de télévision. Le poteau rose a été découvert à la suite d'une enquête d'infiltration dans laquelle un journaliste nigérien a acquis un diplôme d'une université du Bénin en moins de 2 mois et l'a utilisé pour être déployé dans le corps national du service de la jeunesse. Décryptage Info apporte une confirmation et précise que 5 universités du Bénin sont désormais accréditées pour délivrer des diplômes aux Nigériens. De son côté, le pays émergent s'intéresse à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9 et annonce que le Bénin se prépare activement pour réussir sa participation. Pendant ce temps, le mouvement libéral étend ses tentacules sur le territoire national. Richard Boni Ouourou, président du parti, était en session de renforcement de capacité avec son état-major, rapporte Matin Libre. Ancrer durablement le libéralisme dans un Bénin prospère. C'est autour de ce thème que s'est tenue la rencontre qui a enregistré la participation d'une 60aine de délégués du mouvement. Sur le plan économique, le Bénin affiche une certaine constance dans ses performances. À titre illustratif, le pays figure dans le top 10 des économies avec une plus forte croissance en 2024. L'information est livrée par Décryptage Info qui précise que le rapport du groupe de la Banque africaine de développement intitulé « Performance et perspectives macroéconomiques de l'Afrique » prévoit une croissance moyenne du PIB réel de 3,8% pour le continent en 2024 avec une projection de 4,2% en 2025. Sans transition, parlons avec Dynamisme Info du Code des personnes et de la famille adopté 20 ans déjà. Invité sur l'émission Zone Franche de la télévision Canal 3 Bénin dimanche 25 août 2024 à se prononcer sur le thème 20 ans du Code des personnes et de la famille, quelles avancées dans la condition de la femme et de la famille béninoise. Paul Berthe Adjahoto, fondatrice de l'ONG Ayedou, appelle à une actualisation en vue de l'intégration des réalités de l'heure. Pour finir, mesdames et messieurs, un ghetto a été démantelé samedi dernier à Abomey-Calavi, au quartier Aïmevo. L'opération menée par les unités de la police républicaine a permis d'appréhender 26 individus et de saisir une importante quantité de stupéfiants. Fin de la revue de presse de ce mardi 27 août 2024.